C'était un soir, le vendredi 6 juin 2006, après les cours, que cette histoire étrange m'arriva. Je me sentais mal, car, encore une fois, j'avais été victime de harcèlement. La journée avait mal commencé. J'étais encore arrivée en retard. Puis, à l'heure de la récréation, tous mes camarades de la classe me taquinèrent. Je n'y prêtais plus attention. Mes camarades se fatiguaient inutilement et rageaient finalement de ne pouvoir m'atteindre. J'étais surpris qu'ils essaient encore de me blesser. Et ensuite, il y eut la pause déjeuner, où j'étais oubliée de tous. Au moins, j'avais la paix. Dans ces moments où j'étais seule et au calme, je pensais à mes parents. Les autres adolescents avaient toujours quelque chose à reprocher à leur mère ou à leur père parce qu'ils n'avaient pas eu le dernier jeu vidéo, parce qu'ils leur avaient interdit de sortir. Moi, j'aurais tout donné pour que mes parents crient parce que j'avais eu une heure de colle. Mes parents n'étaient plus là. Cela faisait 5 ans qu'ils avaient disparu dans un tragique accident. Sur l'A16, un ralentissement s'était formé brutalement et la voiture de mes parents s'était encastrée dans le camion qui avait freiné brutalement. Mes parents s'étaient envolés au niveau de l'échangeur 52 qui menait à Bourbourg. Je ne peux plus prendre l'autoroute sans être victime d'une angoisse si profonde et si vive que je tremble de tous mes membres. Me plonger dans les souvenirs de mon enfance me réconfortait. Je ne pleurais plus quand je pensais à eux. J'avais ce creux au niveau du cœur, bien sûr, mais me souvenir des yeux de ma mère, des mains rugueuses de mon père, m'apaisait. Ces souvenirs me protégeaient. Ils étaient comme un rempart aux agressions verbales que je pouvais subir. Cette journée était longue et fatigante, comme tous les autres auparavant. En sixième, je détestais profondément mon collège, pour tout ce qu'il représentait, les moqueries, les blessures, les bousculades. Les rares amis que j'ai eus s'étaient détournés de moi quand ils avaient appris que j'étais orphelin, et que seule ma grand-mère s'occupait de moi. Comme si cette tragédie faisait rejaillir en eux leurs pires craintes, Romain était resté, on était amis depuis la maternelle. J'avais partagé de bons moments avec lui. Mais un jour, en cinquième, il déménagea. À Roubaix, Marc Roubaix, cela faisait un bon bout de chemin. De ce fait, on se voyait moins. J'étais seule à nouveau. Finalement, j'avais pris goût à cette solitude. Je ne considérais pas cela comme de l'isolement. Désormais, le collège ne m'inspirait plus de crainte, plus de colère. J'appréciais les bons moments quand il y en avait, et les mauvais, je les oubliais. Je voyais bien que les professeurs essayaient de m'aider, qu'ils tendaient la main vers moi, mais c'était peine perdue. Je ne me confiais à personne, si ce n'est à mes parents. Chaque vendredi soir, j'allais me recueillir sur leur tombe. C'était une façon de ne pas perdre le contact. Je savais qu'ils n'étaient plus là. Pourtant, fermer les yeux et leur parler me permettait de faire vivre leurs souvenirs. Quand la sonnerie retentit, nous partîmes tous et cette journée d'école s'acheva. Je sortis du collège et arpentai les rues sinueuses qui bordaient l'établissement. L'emplacement du collège était original. Il était tout au bout de la ville, près des champs. Du troisième étage, on voyait l'immensité du ciel et du blé. Pour regagner le cœur de la ville, un dédale de chemins s'ouvrait. Il faisait un peu sombre sur la route du retour, car nous étions en hiver. Et il faisait aussi très froid. Il y avait du givre sur les fenêtres des voitures et des maisons. Pour rentrer chez moi, je passais par plusieurs petites rues mal éclairées. J'entendis les volets grincer en me dirigeant vers la rue Victor Hugo, dans laquelle j'habitais. Je sentis le besoin d'aller me recueillir sur la tombe de mes parents pour oublier le mal qu'on m'avait fait. J'achetai, comme à l'accoutumée, une rose. Le cimetière fermait à 17h30. Il était déjà 16h30 quand j'arrivais. La pénombre commençait à être épaisse. Je me dépêchais pour rester le plus longtemps possible avec mes parents. J'en avais besoin. Je fus surpris de voir la porte close à 7h. Je décidai malgré tout de pénétrer dans ces lieux.
Le cimetière ne me faisait pas peur, contrairement aux autres adolescents au contraire. L'atmosphère lugubre que certains ressentaient se transformait en bien-être. Quand j'ouvris la grande grille du cimetière, il y eut un grincement sourd et sinistre. Je n'étais pas anxieux. Toutefois, je décidai de ne pas fermer la grille derrière moi. L'entrée ne resta pas ouverte très longtemps car elle se claqua d'un coup sec, ce qui me fit sursauter. Soudainement, le ciel devint noir. Le soleil se volatilisa pour laisser place à la lune. C'était l'obscurité totale. Je n'y voyais presque rien. J'entendais le moindre bruit car le silence était immense. J'avais l'impression que des chauves-souris volaient au-dessus de moi, mais c'était certainement mon imagination qui me jouait des tours. Ce ne pouvait être que cela. La pression de la fin de la semaine me donnait des hallucinations sonores. À moins que ce ne soit cette obscurité impénétrable, soudainement arrivée qui a provoqué en moi des frayeurs inexplicables. Je commençais à sentir l'angoisse me monter. Je frissonnais et je tremblais, mais je gardais l'idée en tête de déposer les fleurs sur la tombe. Je me raisonnais. J'étais fatiguée, harassée par cette journée épuisante. Cependant, j'avais le sentiment qu'il allait se passer quelque chose, ou qu'il était déjà en train de se passer quelque chose. Jamais je ne pourrais sortir seule, car la seule et unique sortie s'était brutalement refermée. J'étais complètement enfermée, isolée du monde extérieur, de tout, même de la vie. Tout cela était trop louche pour être tout à fait normal. Tous ces bruits, cette obscurité. On aurait dit que les arbres autour du cimetière voulaient me chasser de ce lieu. Il s'agitait énormément, alors qu'il n'avait qu'une légère brise légère. Je me raisonnais encore et marchais d'un pas plus pressé. Cela me fit stresser encore plus, car le bruit des cailloux par terre se multipliait et était plus fort. On n'entendait plus que le bruit de mes pas. Je repris donc une cadence normale. Mais je réussis quand même à trébucher et à tomber sur le bras. Pas à pas, après quelques minutes de marche, j'arrivai enfin près de leur tombe. Et au moment de déposer les fleurs, je relevai la tête et là, ce fut le néant pour moi, en voyant le prénom qui était inscrit sur leur tombe. J'étais abasourdi. Je fermai les yeux, je les réouvris presque instantanément, et je vis à nouveau C.J. Antoine Delay, 1 7 92 6 6 6. Mon cœur battait la chamade. Je ne réfléchissais plus. Une idée m'obsédait. Rejoindre la sortie. J'entendais les battements de mon cœur cogner contre ma poitrine. J'avais le souffle court. Des sueurs froides goûtaient une à une, le long du chemin. Tant bien que mal, j'essayais de me contrôler, de respirer profondément. Je retrouvais mes esprits. Comment cette apparition est-elle possible? L'avais-je vraiment vue? Je voulais en avoir le cœur net, et repartis donc en direction de la tombe de mes parents. Stupéfaction. Mon nom avait disparu. Ce n'était donc qu'une hallucination. Je m'inquiétais, néanmoins, sur les causes. Pourquoi avais-je vu cette inscription? La fatigue? L'obscurité environnante? J'aurais pourtant juré l'avoir observée. Je m'en souvenais, des lettres, de cette couleur blanche. Je n'avais aucune réponse à mes questions. Je n'étais pas du tout rassurée. Par peur, je sortis du cimetière. La porte s'ouvrit sans difficulté. Mais avec toujours la même grincement strident,
qu'à mon arrivée. Je regardais ma montre pour vérifier l'heure. Ma montre était arrêtée. Il faisait sombre et un bruit sinistre se fit entendre derrière moi. Je me retournai, mais je ne vis rien. Étais-je devenu fou? Je reçus quelques gouttes de pluie qui se transformèrent soudainement en une pluie battante. Je me mis à courir dans les rues de Mars. J'étais désorientée. Brutalement, à cause du vent, un des volets d'une maison qui se trouvait à proximité de moi se mit à claquer contre la fenêtre. Je sursautai et continuai ma route jusqu'à chez moi pour trouver du réconfort. J'avais besoin d'entendre la voix de mon ami d'enfance, d'être rassurée par lui. J'avais besoin de sentir que je n'étais pas seule. Ma grand-mère, à cette heure-là, était chez ses copines du club de tricot à Calais et finissait de boire son café. Paradoxalement, j'avais peur de rester seule, alors que d'ordinaire, la solitude me rassurait. Je repris mes esprits en analysant ce qu'il m'arrivait. J'avançais prudemment dans la rue. Je refaisais le récit de cette journée dans ma tête. J'étais perdue dans mes pensées. Je reconnus la mairie, fis le tour de la place de l'Europe et bifurquai à droite. J'arpentai enfin la rue Victor Hugo. La rue était déserte. Même l'école Victor Hugo semblait abandonnée. Je sursautai quand je vis une ombre passer juste devant moi. J'entendis la voix familière d'un homme. Elle me murmurait des mots incompréhensibles. J'avais déjà entendu cette voix, mais où? Je paniquai et me mis à trembler. Dès que je faisais un pas, la voix s'apaisait. Je m'arrêtai. Mon cœur battait à tout rompre et faisait bouger mes tempes à un rythme effréné. Cette cadence était infernale. Je n'entendais plus que mon cœur. Quand à nouveau, la voix de l'homme s'éleva et prononça mon nom lentement. Je détalai le plus vite possible. J'étais à 20 mètres de chez moi. Enfin, j'arrivai devant ma porte. Je tremblais comme une feuille lorsque j'insérais la clé dans la serrure. J'ai fermé la porte à double tour et monté l'escalier à grande enjambée. Je me réfugiai sous mon lit pour téléphoner à Romain et lui expliquer les événements. Ça sonnait, mais personne au bout du fil. Je recommençai. Toujours rien. J'entendis soudainement la porte d'entrée s'ouvrir, alors que j'étais sûre de l'avoir fermée. Les voix recommencèrent à se faire entendre. J'ouvris ma fenêtre pour escalader le mur. C'était une pratique que je faisais régulièrement sans éveiller les soupçons de ma grand-mère. Je descendis alors avec précaution et dextérité. Silencieusement, j'étais parvenu devant la boîte aux lettres. Les bruits ne cessaient pas. Ils étaient de plus en plus forts et de plus en plus près. J'allais m'enfuir, quand un détail anodin attira mon attention. Je vis une lettre qui dépassait de ma boîte aux lettres. J'étais sûr de n'avoir vu aucune lettre quand j'étais entré. Avec la panique, peut-être n'avais-je pas fait attention. Curieux comme j'étais, je la saisis, puis la lus. Les coordonnées et indications qui m'auraient permis d'identifier le destinataire me paraissaient illisibles ou alors dans une langue étrangère. Je déchirai l'enveloppe et ouvris la lettre. Le papier était fragile et jauni. Il semblait très ancien et en lettres rouges comme le sang. Il était écrit « Si tu veux que ton cauchemar prenne fin, patiente. Une voiture viendra te chercher et tu auras les réponses à toutes tes questions. Ne fuis pas, on te retrouvera toujours. » J'avais l'impression d'être en plein cauchemar. Par automatisme, je regardais ma montre et celle-ci fonctionnait. J'étais pourtant persuadée qu'elle s'était arrêtée au cimetière. Que devais-je faire? Courir et m'enfuir? Attendre et rester? Je décidai de rester et d'affronter cette réalité, même si je n'étais pas sûre que cela était réel. L'éclairage de la rue changea. Une brume, sans doute due à l'humidité et à la pollution, se forma. Je remarquai que le lampadaire clignotait. Quelques ampoules se mirent à grésiller avec un bruit électrique si caractéristique. La voix se rapprochait. Étais-je fou? Pourquoi entendais-je cette voix? Pourquoi cet éclairage me faisait-il si peur? J'avais du mal à clarifier la situation car j'étais épuisée. Je jurais intérieurement de dormir au moins 24 heures dès que je serais sortie de cet état de peur intense. J'étais seule, à la merci de n'importe quel danger.
Je ne pouvais plus rester à ne rien faire. Je décidai de remonter la rue Victor Hugo pour déboucher aux artères passantes de la place de l'Europe. Une fois parvenu, je m'assis sur les marches rassurantes de la mairie. Plus personne ne travaillait, cela signifiait qu'il était plus de 18h30. Et soudain, au cœur de la nuit, un bruit. Le bruit d'une voix. La voix était toujours là. Cette voix familière me traquait. Brutalement, je me rappelais où je l'avais entendue. C'était celle de mon père. J'en étais sûr. Elle était légèrement chevrotante, grave et profonde. C'était mon père. J'étais frappé de stupéfaction, à mi-chemin entre l'effroi et la fascination. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit. Le bruit d'une voiture. Le moteur semblait vivre ses derniers instants. Il sautait comme si ses poumons étaient gênés par les vapeurs du pot d'échappement. Je ne revenais toujours pas d'avoir entendu mon père. Comment était-ce possible? Puis je vis deux hommes. Un était à la place du conducteur et un autre sur la banquette arrière. Ils étaient tous deux vêtus d'un blouson de couleur sombre. Puis ils s'arrêtèrent devant moi. Le conducteur ouvrit alors la fenêtre et murmura « Viens, vite, ils arrivent. » Effrayé, je lui demandai qui allait arriver, mais je n'obtins aucune réponse. La voiture dans laquelle j'étais montée semblait se diriger vers le lac. Le véhicule s'engouffrait dans les rues sombres et obscures de Marc. Après avoir quitté la mairie, le conducteur avait emprunté la rue du 28 septembre, puis la rue Curie, la rue du Stade pour parvenir enfin à l'avenue Matisse. J'angoissais à perdre haleine. Qu'allait-il m'arriver? Je n'entendais plus la voix de mon père. Désormais, j'étais en présence de deux parfaits inconnus dans un endroit que je n'avais pas l'habitude de fréquenter. Autour du lac, les lampadaires clignotaient, les buissons bougeaient alors qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Mon sang se glaçait. Je frissonnais et restais figé sur mon siège. Le lac était terrifiant. On aurait dit qu'il renfermait dans ses profondeurs des monstres comme des créatures lacustres, horribles et affamées. Les arbres étaient immenses et leurs branches tombaient. On pensait qu'ils allaient prendre vie et nous écraser avec leurs grandes racines et leurs branches. J'ai aperçu mon visage dans le rétroviseur. Je ne me reconnaissais pas. J'étais livide, complètement blême. Je vis mon visage se décomposer, changer de forme. Mes joues tombèrent sur mon cou. Mon œil se retourna et devint tout rouge. Le bout de mon nez était crochu. Mes cheveux tombaient. Les os de mon crâne étaient saillants. J'étais effrayée, pétrifiée, presque paralysée. J'avais envie de pleurer. Quand cette journée allait prendre fin, étais-je plongée dans un cauchemar? Je ne contrôlais plus rien de ce qui m'arrivait. Plus rien. Les événements qui se produisaient étaient plus horrifiants que les uns que les autres. J'aurais voulu que tout s'arrête une bonne fois pour toutes. Je fermais les yeux, me persuadant que tout cela était faux et serrais les poings. La peur qui me saisissait était atroce. Puis, progressivement, j'ouvris mes paupières et me retournai. Je ne vis plus personne. Le conducteur et l'autre passager avaient disparu. La voiture se mit en route seule. Il me semblait entendre vrombir les poussées de l'accélérateur. Tout à coup, la voiture fonça dans un arbre. La voix de mon père se manifesta et me chuchota. « Sors de la voiture, enfuis-toi et cours le plus vite possible. » J'ouvris la portière et me précipitai vers l'extérieur. Je voulais me persuader que les atrocités que je vivais étaient irréelles. Je vis la surface miroitée du lac. Je voulais être sûr que tout cela n'était qu'un cauchemar. Cette eau noire et stagnante, immobile, presque tarie, presque morte, m'appelait. Je mis ma main dans l'eau trouble. Elle était glacée, tellement froide. Ma main s'enfonçait, puis mon avant-bras. La voix de mon père se fit de nouveau entendre. Ils sont là. Ils viennent te chercher, pour t'emmener avec eux, dans les ténèbres de la nuit, d'où on ne ressort jamais. Le volume de sa voix était de plus en plus bas. Elle s'estompait. Elle n'était quasiment plus audible. Je ne distinguais plus que ces mots.
ils sont là. Un frisson m'envahit. Je n'osais plus faire un seul geste. Ma main était encore dans cette eau morte et glacée. C'est alors que je sortis des mains dans mon dos. Elle frôlait mes vêtements, ma colonne vertébrale. Je tombais à l'eau, comme aspiré par le fond pupille. J'étais tétanisé. Je n'avais plus de force. Je vis ma vie défiler devant mes yeux. Les vacances à Venise, avec mes parents, mon premier match de foot, l'enterrement de mes parents, mes larmes. J'ai perdu connaissance et coulé tout au fond de l'eau. Étrangement, je parvenais à respirer dans l'eau. Je pris une grande inspiration et de toutes mes forces essayai de ressortir de l'eau. Plongé dans mes pensées, je remontai avec peine à la surface. Une fois sorti de l'eau, je me reconcentrai, étourdi de ce qui venait de se passer. Que faire? Sans personne à qui demander de l'aide. Sans personne à qui demander l'heure. Désorienté, je me mis à courir vers la rue du Stal, assez large et envoûtante. Il y avait à peine quelques lampadaires qui éclairaient cet espace si sombre. Je raisonnai. Il fallait que je retrouve les 2 hommes de la voiture. Ils étaient la clé de cette histoire, d'après le courrier que j'avais reçu. Je reviens près du lac des Dryades, où étaient probablement le conducteur et la voiture. Pourquoi s'était-il arrêté au lac? Je hâtai le pas, pressé de rentrer de cette journée si effroyable et désastreuse. Un courant d'air me fit frissonner, trempé d'eau glacée. Où était passé le conducteur et l'autre passager? Mort de peur, je ne fis pas attention et trébucha sur une pierre. Je me réveillai dans une grande pièce blanche, complètement sec. Où étais-je? Je ne sentais plus mon bras, comme si j'avais des fourmis, et ma tête. J'avais une énorme migraine. En regardant mon bras, je vis un bandage. Je me mis à crier et une infirmière arriva. Je lui demandai ce qui s'était passé et pourquoi j'étais là. Elle me raconta que les pompiers m'avaient retrouvé évanoui près du cimetière. Ils ont vu que j'étais blessé au bras, mais ignoraient la cause de cette blessure. C'était pour cela que j'avais un bandage. Il fallait que je reste 3 jours à l'hôpital pour attendre que mon bras guérisse. Ainsi, tout cela avait été irréel. Mon esprit tordu avait imaginé toutes ces horreurs, toutes ces atrocités. J'avais pourtant l'impression d'entendre encore la voix de mon père me murmurer des mots. J'étais encore perturbée. L'explication rationnelle et rassurante de l'infirmière ne me plaisait pas, d'autant plus que je ne savais pas pourquoi j'étais tombée évanouie. Je ne pouvais plus attendre. Pendant la nuit, je m'échappais. Je courus en direction du cimetière. Je m'arrêtai devant cette grande grille grise. Lorsque je l'ouvris, j'entendis exactement le même grincement strident que quelques jours auparavant j'avais entendu. J'avançai petit à petit près de la tombe de mes parents. J'étais rassurée de voir que mon nom ne figurait plus sur la stèle. Je baissai les yeux sur la pierre tombale. Là, je vis la rose blanche que j'avais achetée et une bouteille d'alcool à moitié entamée, posée sur la tombe et une petite flaque de sang.